Célébrer, célébrer, célébrer. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh. Célébrer, célébrer, célébrer. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh. Chers compatriotes, chers amis de l'UPC Manidem, l'UPC des fidèles, fidèles à Moumie, Wandie et tant d'autres qui ont donné leur vie pour le Cameroun, l'UPC vous dit bonjour. Lors de notre dernier entretien, nous avions commencé la séquence Histoire de l'UPC. Et dans cette séquence, nous avons dit que l'UPC avait jusqu'à ce jour connu 7 vies. Nous avions commencé à planter le décor de la première vie qui va de la création de l'UPC à son interdiction 7 ans plus tard, c'est-à-dire du 10 avril 1948 au 13 juillet 1955. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette première vie de l'UPC pour tâcher de voir les enjeux majeurs qui ont été ceux de l'UPC dans cette phase-là. Le premier enjeu, c'est évidemment obtenir la légalité et se maintenir dans la légalité. Le deuxième enjeu, c'est construire un parti solide à travers le pays, étendu pour la lutte pacifique que l'UPC s'était assignée contre le colonialisme. Le troisième enjeu, c'est faire la liaison avec les masses. L'UPC n'est pas un parti qui absorbe les masses en son sein, il est un parti qui se lie aux masses de multiples façons. Le quatrième enjeu, c'est créer les conditions telles que les militants nationalistes de la zone francophone se joignent aux militants nationalistes de la zone anglophone et que tous ensemble, ils portent la revendication de la réunification. Le cinquième enjeu, c'est s'impliquer dans la lutte panafricaniste qui, en ces années-là, était incarnée par le Rassemblement démocratique africain. Le sixième enjeu, c'est être au coude à coude avec des militants anti-impérialistes afin de faire grossir le camp anti-impérialiste. Le septième enjeu, c'est interpeller constamment l'ONU qui était garante du régime de tutelle, l'interpeller de telle sorte qu'elle s'assure que la France et la Grande-Bretagne gèrent le régime de tutelle sur le territoire camerounais conformément au texte de l'ONU. Et le dernier enjeu, le huitième, c'est la participation de l'UPC aux élections. Cette participation n'est pas dans le vain espoir de changer le régime colonial à travers les élections. Elle a pour but de prendre date et de témoigner. Donc, reprenons ces enjeux un par un. Le premier enjeu, c'est la légalité du parti. Nous avons dit la dernière fois que cette légalité n'était pas acquise d'avance.
Et les textes du parti déposés au mois d'avril, le 12 avril exactement, ce n'est qu'au mois de juin, le 9 juin, que le récépissé sera donné à l'UPC. Et encore, en donnant le récépissé à l'UPC, l'autorité administrative s'empresse-t-elle de dire que ce récépissé ne vaut pas approbation. L'UPC n'attendait pas l'approbation des autorités administratives. Elle attendait simplement que les autorités administratives la laissent vivre légalement comme d'autres organisations. Et au moment où on donnait le récépissé à l'UPC, le haut-commissaire de l'époque, donc la plus haute autorité administrative, fait un télégramme qu'elle envoie à l'UPC pour dire que les futures manifestations de l'UPC seront regardées au peigne fin, seront contrôlées au peigne fin et que l'UPC peut s'attendre à des poursuites judiciaires. Quand on commence sa vie légale sous de tels auspices, avec des télégrammes de plus hauts responsables administratifs à l'époque, on se dit que ça va être un combat très serré. Donc, premier enjeu, obtenir la légalité qui n'était pas donnée d'avance. Le deuxième enjeu, c'est construire un parti étendu qui se retrouve dans toutes les régions du pays. Pour construire un tel parti, ce n'est pas en restant dans des antichambres. Il faut être présent sur le terrain. Et en particulier, les dirigeants du parti doivent être présents sur le parti. Un exemple. En décembre 1953, à la tribune de l'ONU, Oumniobé faisait état de 83 conférences publiques qu'il a tenues dans le pays en une année. On raconte quelques anecdotes de Oumniobé qui était tout le temps par Mont et par Vaux et quelquefois derrière les camions comme les motoboys, comme on les appelle. Et cette présence de Oumniobé sur le terrain, cette présence des autres dirigeants aussi sur le terrain, est l'une des caractéristiques de l'UPC. L'UPC est le parti des dirigeants dehors, sur le terrain, au contact des masses. Et les résultats sont là. 1 an et demi après la création de l'UPC, c'est-à-dire nous sommes en fin décembre 1949, le parti fait état de 7000 adhérents. En 1951, il fait état de 20 000 adhérents. En 1955, il fait état de 80 000 adhérents. Vous vous rendez compte, 80 000 adhérents dans un pays qui, aux routes presque impraticables, c'est une présence continue des dirigeants sur le terrain, du nord au sud et de l'est à l'ouest. D'autre part, la structuration du parti, aussi bien dans ses organisations, ses organismes de base, que dans ses organismes de direction se consolide. Le 3 avril 1950, l'UPC tient son premier congrès à Tchang. Le 30 septembre 1952, l'UPC tient son deuxième congrès à Ezeka. Pour le premier congrès de Tchang en 1950, l'ouverture de ce congrès se fait sous la présidence d'une femme, la princesse Mambu de Bana. À l'issue de ce premier congrès de 1950 à Tchang, il y a un jeune homme de 24 ans qui est élu vice-président du parti. Quand on voit
ces grands signes, ces grandes orientations de l'UPC dès sa création, la présence des femmes, la présence des jeunes, et quand on compare cela aux grabataires qui sont à la tête de nos institutions aujourd'hui, on réalise ce que l'UPC voulait d'entrée de jeu imprimer comme direction en notre pays et en particulier la place des jeunes et des femmes qu'elle entendait faire. Du point de vue de l'organisation, toujours, à Douala, l'UPC a un siège qui est à Niobel. Dans ce siège-là, il y a une réelle effervescence, une circulation permanente des militants, des sympathisants qui viennent bavarder, qui viennent se renseigner aux dernières nouvelles, qui viennent discuter les uns avec les autres. À ce siège-là aussi, il y a la formation militante. C'est là que se tiendra l'école de formation des cadres de l'UPC. Dans cette école de formation des cadres, il y a évidemment des cours théoriques, mais ce n'est pas des cours théoriques sur des nébuleuses. C'est des cours théoriques sur comment est l'administration coloniale, sur comment est la justice coloniale, sur comment se défendre quand on est en garde à vue. Ça, c'est des cours théoriques sur ces choses-là. Mais il y a, à côté de ces cours théoriques, des cours pratiques aussi. Comment utiliser une Rénéo, comment utiliser une imprimante, comment utiliser un appareil photo. Donc, les cours sont des cours qui forment un individu pour être capable de se défendre en face de l'administration coloniale et pour être capable d'utiliser les moyens techniques dont a besoin, par exemple, un parti. Toujours dans la construction des partis, il y a l'éducation des masses. En 1949, l'UPC crée son journal, son organe central, qui s'appelle La Voix du Cameroun. Ce journal connaîtra beaucoup de vicissitudes. La censure de l'administration coloniale le frappera à plusieurs reprises et parfois pour de très longs mois. À côté de ce journal central, et compte tenu de ce qu'il y avait véritablement une soif d'information, il y a des journaux locaux qui se créent à Douala, comme l'Étoile, au Nord Cameroun, comme La Lumière, un peu partout, La Vérité, Cameroun, mon pays, des journaux locaux un peu partout à travers le pays. Donc voilà pour l'enjeu, construire un parti étendu, implanté à travers le pays. Les effectifs sont là pour attester que cette construction est un vrai succès, parce que des partis qui comptent 80 000 membres, ma foi, on n'en voit pas beaucoup. Peut-être chez les Chinois qui ont une population que nous connaissons tous. Le troisième enjeu, c'est faire la liaison avec les masses. Voici ce que Oumiobe déclare en décembre 1952, dès sa première apparition à la tribune de l'ONU. Il dit « Je parle au nom de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, qui est le syndicat le plus représentatif, 15 000 membres. Je parle au nom de Solidarité Babimbi, qui compte 60 000 adhérents. Je parle au nom de l'Association camerounaise des anciens combattants. Je parle au nom de l'Union des femmes camerounaises, etc., etc. » Il y avait plein d'organisations traditionnelles, des associations sur lesquelles reposait l'UPC, avec lesquelles l'UPC était en liaison, afin que le message nationaliste passe à travers ces organisations-là, à travers ces associations-là. Le parti doit être en liaison constante avec les masses pour connaître leurs conditions de vie concrètes. Donc le parti apprend quand il est en contact avec les masses, et aussi où en est leur niveau de conscience, le niveau de conscience de ces masses. C'est à partir de ces données que le parti élabore une pédagogie adaptée au niveau de conscience des masses et à leur capacité de mobilisation. Outre les organisations traditionnelles comme Fula Meyon, Soli Babimbi, etc., il y avait les organisations que l'UPC elle-même s'était employée à créer.
Par exemple, l'Union démocratique des femmes camerounaises, créée en 1952, la jeunesse démocratique camerounaise, créée en 1954. Il y avait aussi l'union ou les relations, les liaisons que le parti maintenait fermement avec les syndicats. Dans cette recherche constante de la liaison avec les masses, l'UPC parvient à faire porter par les masses les trois revendications majeures qu'elle formule dès sa création. Première revendication, la réunification du territoire. Deuxième revendication, l'indépendance du pays. Troisième revendication, l'amélioration des conditions de vie des populations. Pourquoi la réunification du territoire? Voici ce que Oum dit dès sa première parution à la tribune de l'ONU en décembre 1952. Je cite: « Nous considérons la réunification du Cameroun comme condition indispensable à l'accession du pays à son indépendance. » Condition indispensable. Vous savez que lors de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne qui occupait le territoire camerounais avait été chassée par les troupes franco-britanniques le 16 février 1916. Dès le 4 mars 1916, moins d'un mois après, la France et la Grande-Bretagne avaient fait un accord en vertu duquel chacun était le chef, si je puis dire, sur la partie qu'il occupait. Et cet accord entre la France et la Grande-Bretagne avait été validé par le traité de Versailles du 28 juin 1919. Pour notre parti, le mot d'ordre de réunification s'impose donc tout légitimement. Il y avait un territoire uni et ce territoire est maintenant morcelé sous la responsabilité d'un côté de la France et de l'autre côté de la Grande-Bretagne. Et ce que nous demandions, c'est de retrouver l'unité territoriale d'avant l'occupation de la France et de la Grande-Bretagne, et puis l'unité humaine, bien entendu, puisque les populations qui vivent à la frontière de ces deux territoires franco-français et anglais sont les mêmes populations. Et peut-être aujourd'hui, mieux qu'hier, nous comprenons la profondeur de ce mot d'ordre de réunification. Aujourd'hui, nous voyons comment nos forces armées tirent sur les sécessionnistes. Comment les sécessionnistes tirent sur nos forces armées. Ce sont pourtant des fils et des filles d'un même territoire, d'une même nation. Donc nous comprenons peut-être dans ce drame ce que les Oum avaient compris bien avant, à savoir qu'il nous faut créer les conditions d'être ensemble et de vivre ensemble dans l'harmonie. Et le mot d'ordre de réunification reste actuel. Ce que nous disons, c'est que nous devons en discuter avec toutes les parties prenantes. Deuxième mot d'ordre, l'indépendance. Pourquoi l'indépendance? Voici encore ce que dit Oum en 1952 à la tribune de l'ONU. Je cite: « Nous demandons la fixation d'un délai pour l'octroi de cette indépendance. » Un délai. Un délai. L'UPC ne dit pas « je veux l'indépendance demain ». En 1952, l'UPC, nous demandons la fixation d'un délai.
Ça veut dire, bon, ok, je suis en train de vous demander, vous l'ONU, vous la France, vous la Grande-Bretagne, eh bien, fixons un délai. L'ONU, la France, la Grande-Bretagne feront la sourde oreille et jamais, et pendant longtemps, refuseront de fixer cette échéance que l'UPC demandait, au point d'aller jusqu'à faire la guerre aux Camerounais. En revendiquant l'indépendance de sa création, l'UPC est parfaitement dans les textes de l'ONU, dont la charte stipule que le régime de tutelle a pour but de favoriser l'évolution des populations vers l'autonomie ou vers l'indépendance. En d'autres termes, les territoires sous tutelle ne sont pas des colonies, elles ne sont pas attachées à une puissance indéfiniment ou selon les seuls vœux de cette puissance. Les puissances à qui on les a confiées ont seulement le devoir, la mission de les acheminer vers l'autonomie ou vers l'indépendance. Et l'UPC est en train de demander, en 1952, fixons un délai pour l'indépendance. Enfin, troisième mot d'ordre, l'amélioration des conditions de vie des populations. Est-il besoin d'insister sur ce troisième mot d'ordre quand on voit les conditions dans lesquelles nous vivons encore aujourd'hui? Je n'en dirai donc pas plus que cela. Chers compatriotes, c'était l'examen de la première phase de la vie de l'UPC, celle qui va de 1948 à 1955, et l'examen des enjeux que l'UPC avait dans cette première phase-là. De ces 8 enjeux, nous n'en avons vu que 3, donc il reste 5 que nous verrons la prochaine fois. En avant avec la transition politique, en avant avec l'UPC Manidem, vive le Cameroun, vive l'Afrique. Célébrez, célébrez, célébrez. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh. Célébrez, célébrez, célébrez. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh.